Ça y est, Paris 2024 est officiellement terminé avec une grandiose et festive cérémonie de clôture ce dimanche 8 septembre. Après un mois et demi de compétition de haute volée et une pause de 2 semaines pour séparer les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, il faut désormais tourner la page de cet été olympique mémorable qui restera sans aucun doute dans l'histoire récente de la France. Comme pour les JO, j'ai décidé de faire aujourd'hui une vidéo sur les Jeux Paralympiques et les liens entre ces Jeux et la politique. Cependant, j'ai déjà parlé de nombreux sujets dans ma vidéo sur les JO qui auraient eu leur place dans cette vidéo sur les Jeux Paralympiques et donc sur lesquels je ne vais pas revenir. Donc par exemple, le contexte politique français. D'ailleurs, Emmanuel Macron a fait le choix de nommer un Premier ministre pendant ces Jeux Paralympiques. Également, les critiques à l'encontre des Jeux. La vulnérabilité de la Seine, puisque même pendant ces Jeux Paralympiques, les épreuves de triathlon ont dû être décalées d'un jour puisque la Seine n'était pas propre à la baignade. Ainsi que l'explication de ce qu'étaient les délégations des athlètes individuels neutres et de l'équipe olympique des réfugiés. Donc voilà, ce sont tous autant de sujets sur lesquels je ne vais pas revenir aujourd'hui, mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur les Jeux Olympiques. La vidéo que vous regardez actuellement est donc plus courte que celle des JO, mais disons qu'elle en est un complément. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à l'histoire des Jeux Paralympiques, à leur organisation, à quelques petits événements géopolitiques qui s'y sont déroulés en cette édition. Et enfin, on va finir avec un sujet important, puisque c'est un sujet de société. Quel va être l'impact de ces Jeux Olympiques sur la vision du handicap en France? Pour s'intéresser à l'origine des Jeux Paralympiques, revenons en Allemagne nazie dans les années 30. Un médecin juif, le docteur Ludwig Guttmann, décide de quitter son pays natal et un régime qui l'empêche d'exercer son métier et qui persécute sa communauté religieuse. Il arrive au Royaume-Uni et reprend son métier de neurochirurgien, et il va obtenir la citoyenneté britannique en 1945. En 1944, le gouvernement britannique lui demande de diriger un centre national des blessés de la moelle spinale dans la commune de Stoke Mandeville, près de Londres. Ce centre accueillait des soldats de la Seconde Guerre mondiale blessés à cet endroit du corps, puisque lors de la Première Guerre mondiale, 95% des blessés à cet endroit mouraient en moins de 2 semaines. Guttmann va alors innover en essayant un traitement basé sur le sport. Pour mettre en avant ses recherches médicales, il va profiter des Jeux Olympiques de Londres de 1948 pour faire une compétition la veille des JO, compétition opposant des vétérans de guerre. Il y avait alors 2 sports, le tir à l'arc et le netball, qui était une sorte de basketball. En 1952, les Pays-Bas rejoignent la compétition, qui devient donc internationale, et en 1954, ce sont 14 pays qui participent. Mais le basculement a lieu en 1960. En cette année, la 9e édition des Jeux de Stoke Mandeville se déroule à Rome, ville qui vient d'accueillir les Jeux Olympiques 6 jours avant. Cette édition est considérée comme la première véritable édition des Jeux Paralympiques, même s'il faut attendre 1984 pour que cette appellation soit officiellement utilisée. Jusqu'ici, c'est toujours les Jeux internationaux de Stoke Mandeville. Mais on va rétrospectivement dire que tous les Jeux ayant eu lieu depuis ceux de 1960 étaient des Jeux Paralympiques. Donc la première édition des Jeux Paralympiques était à Rome en 1960. Et d'ailleurs, peut-être que vous vous posez la question de savoir pourquoi avoir choisi ce mot de paralympique. Et peut-être aussi pensez-vous que c'est une référence au mot paraplégique, mais non, en fait c'est plutôt une référence au préfixe grec para, qui signifie à côté, qu'on peut retrouver par exemple dans le mot parallèle. Et c'est bien ce préfixe qui a été choisi puisque les Jeux Paralympiques se tiennent en parallèle des Jeux Olympiques, qui se tiennent à côté. Et si on y réfléchit bien, c'est le cas depuis le début, puisque la première édition des Jeux de Stoke Mandeville du docteur Ludwig Guttmann se sont tenus juste à côté des JO de Londres de 1948. Après cette mise en perspective historique, intéressons-nous maintenant à l'organisation des JP aux Jeux de Paris 2024.
Donc déjà, vous avez forcément remarqué qu'ils ne se sont pas déroulés en même temps que les Jeux Olympiques. Et il y a une explication à cette différence d'organisation. En effet, en 2001, le Comité international olympique et le Comité international paralympique ont signé un accord dans lequel il est écrit les Jeux paralympiques se dérouleront toujours peu de temps après les Jeux olympiques. Mais alors pourquoi ne se déroule-t-il pas avant ou pendant? Eh bien, le président du Comité international paralympique, Andrew Parsons, a une réponse à apporter, puisqu'il dit: au regard des calendriers et de l'organisation, positionner les Jeux paralympiques avant les JO donnerait aux JP l'image d'une répétition ou d'un test. Faire les JP juste après les JO est la situation la plus adéquate pour la CIP. Quant à la proposition de faire un événement conjoint où les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques se dérouleraient dans le même temps, il déclare: les Jeux Paralympiques sont un moment unique de célébration des athlètes paralympiques. C'est leur moment. Faire un événement unique banaliserait au Noiret les performances exceptionnelles de ces athlètes qui méritent toute notre attention. Au moins, il a le mérite d'être clair sur ce point. Bon, maintenant qu'on a vu le fait que les Jeux Paralympiques se déroulent après les Jeux Olympiques, pourquoi mettre 2 semaines d'écart? Et là encore, la réponse est simple. En fait, c'est tout simplement pour des raisons de logistique. Donc par exemple, il va falloir vider le village olympique avec tous les athlètes olympiques et le staff olympique. Donc que toutes ces personnes partent, remettre un peu en état et pouvoir accueillir les délégations paralympiques. Également, cela permet de réaménager certains lieux. Par exemple, et notamment je pense à ce cas, la place de la Concorde a eu une importance assez considérable lors des Jeux Olympiques, puisqu'elle a servi à accueillir les épreuves de BMX freestyle, de breaking, de skateboard et de basket 3x3. Mais il a fallu ensuite totalement changer la structure de la place pour pouvoir accueillir la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques, puisqu'elle a eu lieu sur la place de la Concorde, et également pour installer le terrain de cécifoot. Ça a d'ailleurs porté chance à notre équipe de France qui repart avec la médaille d'or. Frédéric Viroux, t'es une légende. Enfin, une dernière chose vous a peut-être interpellé, l'extinction de la flamme olympique à la fin des JO. Certains ont pu y voir le symbole de la différenciation faite entre les Jeux pour les personnes valides d'un côté et les Jeux pour les personnes atteintes de handicap de l'autre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la charte olympique, il est stipulé que à la fin de l'Olympiade, la vasque doit être éteinte. Et comme encore aujourd'hui, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques sont deux entités distinctes, ce sont deux Olympiades distinctes, et donc il faut bien éteindre la flamme à la fin de chacune de ces deux compétitions. Pour autant, il y a des voies qui essayent de faire changer les choses. Par exemple, le double champion paralympique français de tennis de table, Stéphane Molliens, essaie de sensibiliser les instances olympiques pour que la flamme ne soit plus éteinte entre les deux compétitions, mais plutôt de faire un pont entre les deux pour symboliser une sorte d'union, une sorte d'équivalence entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. À ce jour, le CIO n'a toujours pas émis la moindre volonté de vouloir changer les choses, et quand on connaît son attachement au protocole, il est difficile d'imaginer dans un futur proche le changement de ce point de vue-là. Comme je l'ai dit dans l'introduction, on va revenir aujourd'hui sur certains éléments dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, et il est maintenant temps de s'occuper du cas du conflit russo-ukrainien. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait une équipe des athlètes paralympiques neutres lors de cette quinzaine. C'était donc l'équivalent des athlètes individuels neutres présents aux Jeux Olympiques. Toutefois, cette délégation paralympique était plus nombreuse. Ils étaient 96, dont 88 Russes et 8 Biélorusses. Et ils ont gagné plus de médailles, 71 dont 26 en or. Et parmi cette délégation, il y avait une légende, le deuxième athlète le plus titré de cette édition des Jeux de Paris 2024 et l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux paralympiques avec 21 médailles d'or. J'ai nommé le para-athlète biélorusse Ihar Boki, qui est tout simplement intouchable. Et il a d'ailleurs empêché notre Français Alex Portal de remporter un titre, puisqu'il a remporté 3 médailles d'argent et une médaille de bronze lorsqu'il a affronté Ihar Boki, qui est tout simplement le roi de sa discipline. Mais si je parle de lui aujourd'hui, c'est pour son titre sur 50 mètres nage libre dans sa catégorie S13, catégorie pour déficients visuels.
Alors qu'il a fini premier, laissant la médaille d'argent et la médaille de bronze à 2 Ukrainiens, ces derniers ont refusé de monter avec lui sur le podium. En fait, ce qui lui reproche, c'est sa nationalité biélorusse, puisque c'est un pays qui soutient ouvertement et activement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Celui qui est une célébrité en Biélorussie, puisque certains timbres sont imprimés à son effigie, et que le président pro-russe et autoritaire Alexander Loukachenko l'a déjà encouragé, eh bien, a donc dû être tout seul sur le podium lors de sa remise de titre. Et lors de l'hymne national qui a été joué, ce n'était pas son hymne national, mais c'était l'hymne national paralympique, puisque les athlètes de la délégation athlètes paralympiques neutres n'avaient pas le droit à leur propre hymne national. Rappelons que pour faire partie de l'équipe des athlètes paralympiques neutres, il faut avoir prouvé son absence de soutien à la guerre en Ukraine. Concernant l'équipe paralympique des réfugiés, il s'agissait de leur deuxième participation aux Jeux. Et cette fois-ci, une athlète a particulièrement retenu l'attention, c'est la para-taekwondoïste afghane Zakia Khoudadadi, qui a d'ailleurs rapporté à cette délégation la première médaille de son histoire. Elle, qui en 2021 s'entraînait pour participer aux Jeux paralympiques de Tokyo, a dû faire face à la prise de pouvoir des talibans et a réussi à s'échapper de justesse de Kaboul avec l'aide de la France. Elle était triplement discriminée par le régime taliban, en tant que femme, en tant qu'handicapée, puisqu'elle a un bras gauche atrophié, et en tant que membre de la minorité chiite Hazara. En France, elle a été entraînée par l'ancienne vice-championne olympique Abi Niaré à l'INSEP, où elle a réussi à se qualifier aux Jeux. Elle ne s'y réussit malheureusement pas à obtenir la nationalité française à temps, et doit donc se contenter de concourir sous la bannière de l'équipe paralympique réfugiée. Son histoire est racontée dans l'excellent documentaire Accord perdu, qui est toujours disponible sur France TV et que je vous recommande une nouvelle fois. Pour conclure cette vidéo, on va se demander si l'objectif affiché par ces Jeux paralympiques va être réussi, celui de faire changer le regard sur les personnes handicapées dans la société. Puisque, en effet, avec une telle vitrine médiatique, il est vu l'occasion de faire un grand coup. Et d'ailleurs, le président du COJOP, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, Tony Estanguet, ne s'y est pas trompé, déclarant lors de la cérémonie d'ouverture dans son discours « La révolution de l'inclusion commence ce soir ». Alors, ces Jeux paralympiques vont-ils permettre soudain l'amélioration de la vision que l'on a sur le handicap ? C'est une possibilité, mais en attendant, dans les faits, encore aujourd'hui, uniquement 1,4% des clubs sportifs sont en mesure d'accueillir des personnes handicapées. Aussi, comme l'explique le sociologue Sylvain Pérez, les Jeux paralympiques montrent le handicap sous un prisme de miroir déformé. Par exemple, on a vu beaucoup de gens, beaucoup de para-athlètes en fauteuil roulant, mais en réalité, seulement 5% des personnes handicapées ont un fauteuil. Donc on peut avoir peut-être l'impression en regardant les Jeux paralympiques que voilà, les handicapés ce sont principalement les personnes en fauteuil, mais c'est une infime proportion en réalité. Également, il y a eu des critiques sur les faits que certaines personnes utilisent les mots de héros ou de super-héros pour qualifier les para-athlètes, mais en réalité ces derniers ne veulent pas forcément être vus comme tels. Par exemple, comme le dit le joueur de basket fauteuil français Sofiane Meyaoui, nous souhaitons être considérés comme des personnes normales. En fait, les athlètes paralympiques veulent être traités de la même manière que les athlètes olympiques, pas d'une façon différente en étant vus comme des super-héros ou ce genre de choses. Les cérémonies d'ouverture et de clôture ont de leur côté essayé d'envoyer des messages forts sur le sujet, notamment avec des danseurs représentant tous les handicaps et des danseurs valides performant ensemble dans des soirées festives et qui ont été saluées dans le monde entier. Cependant, ce n'est pas encore gagné pour les plus de 10% de Français atteints d'un handicap, puisqu'il reste la question fondamentale de l'après-effet Jeux paralympiques. Par exemple, après les Jeux paralympiques de Londres en 2012, la situation des personnes en situation de handicap ne s'est en fait pas améliorée, alors qu'on pourrait penser que justement le coup de projecteur mis sur ces Jeux aurait permis au contraire d'améliorer la situation, mais c'est l'exact opposé qui s'est produit puisque des coupes budgétaires massives ont eu lieu dans les secteurs de l'inclusion.
Et il faut donc continuer la lutte pour pouvoir améliorer les conditions de vie matérielles des personnes en situation de handicap. Et cela se fera à la fois par ces personnes elles-mêmes, mais également par l'ensemble de la société. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. De mon côté, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir travailler sur ce sujet des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, puisque c'était un événement qui était tout simplement incroyable en France et qui a été vécu de manière très forte par beaucoup de monde. Et voilà, je pense que c'est peut-être un événement qu'on ne revivra jamais, en tout cas avec une telle intensité. Donc ça me paraissait important de pouvoir faire des vidéos sur le sujet. Voilà, aujourd'hui vous avez vu que j'étais dans un cadre un peu différent de l'habitude, puisque là je suis dans ma chambre étudiante et bon, vous voyez qu'au niveau de l'éclairage c'est pas formidable, mais bon, si ça doit se refaire dans le futur, ne soyez pas étonnés. Voilà, je vous remercie tout simplement d'avoir regardé la vidéo, et puis on se redit à bientôt, c'était Politisport.